Nous sommes en direct ce soir depuis la fête de l'UMA à la Courneuve avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai vu secouer la tête quand on a parlé des 8 millions d'euros de primes pour l'ex-dirigeant d'Alcatel et un sourire sur le tennis entre Federer et Wawrinka. On commence par quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, alors... Les 8 millions de primes pour l'ex-dirigeant d'Alcatel. Oui, bon, je pense que c'est du... Ça s'apparente à un abus de pouvoir. Je trouve ça répugnant. Et moi, j'avais proposé une règle qui me semblait simple. Dans une entreprise, il ne doit pas y avoir un écart plus grand que de 1 à 20 entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins. Donc si celui qui gagne le plus veut se remplir les poches, il est obligé de les remplir aussi à celui qui est en bas de... Vous n'avez pas été entendu pour le moment, Jean-Luc Mélenchon. Non, alors c'est d'ailleurs curieux parce qu'ils ont pris ça pour du communisme débridé. Mais par exemple, ça s'est appliqué, puisque l'idée a été trouvée bonne en République d'Équateur, et ça n'a pas ruiné l'économie, ça a introduit un peu de morale. Mais qui est ce type pour croire qu'il vaut autant d'argent? Franchement, réfléchissez-y. Surtout les actionnaires qui pensent qu'il vaut autant d'argent. 8 millions, pour quoi faire? Ah non, mais moi j'ai rien dit, Jean-Luc. Oui, mais si, mais je sentais que vous étiez prêt à dire une bêtise. Alors je vais vous dire un truc sérieux. Alcatel-Lucent, c'était un joyau de l'industrie française. C'est toute la partie des télécommunications basse tension. C'est le futur. C'est une boîte qui savait couler un câble Internet à travers les océans. Ce machin a été bradé. Et l'État n'a pas donné le 1,5 milliard dont ils avaient besoin pour fonctionner. Pardon, je ne vais pas être trop technique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a dit, maintenant vous êtes cuits. Donc, ils sont allés voir Goldman Sachs. C'est l'équivalent de la caverne d'Ali Baba. C'est les mêmes voyous. Et Goldman Sachs leur a dit, ah oui, on vous prête les sous, mais en échange, vous donnez les 27 000 brevets que vous avez, on les garde à la maison. Et si vous ne pouvez pas rembourser, vous ne les reverrez pas. Et bien là, il ne faudrait pas. D'abord, on a le droit de montrer du doigt cet homme et ses 8 millions qui solution pas dues, mais surtout qu'on pense à notre pauvre pays, parce que tout ce qu'il y a dans cette entreprise a été vendu, c'est-à-dire un savoir-faire accumulé pendant des générations. Ça, c'est pour le sujet qui vous a pas fait rire, mais il y a eu un autre sujet qui vous a fait rire, cette demi-finale de l'US Open. Non, mais c'est pas hasard. On vous entend jamais parler de sport, Jean-Luc J'étais Mélenchon. en train de sourire à quelqu'un qui a un magnifique sourire là dehors. Puisque nous sommes en public, voilà, c'est ce vous, soir. madame, exactement. Bon, visiblement, le tennis, c'est pas votre tasse de thé, vous en foutez complètement. Eh ben non, j'y connais rien, je vais pas donner un avis. On est donc à la fête de l'UMA, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que c'est que finalement cette fête de l'humanité? Des nostalgiques du communisme, des concerts et de la bière? Ah ben ça commence bien. Non, c'est un moment de fraternité, d'abord c'est quelque chose qui appartient à la culture de notre pays. Vous avez des gens ici qui sont venus la première fois à la fête de l'UMA, ils étaient dans le ventre de leur mère. Donc c'est vous dire que c'est l'histoire longue. C'est une fête populaire. C'est un moment où on rencontre des tas de gens que vous ne rencontreriez pas le reste du temps, ça discute de partout. En général, c'est des gens plutôt cultivés, c'est-à-dire ils ont quelque chose dans le crâne. Cultivé, ça ne veut pas dire pédant. Ils lisent, ils savent pourquoi ils sont là, donc c'est vraiment un moment de bonheur. C'est une année aussi particulière pour vous, Jean-Luc Mélenchon. Le Front de gauche est assez très divisé, beau. vous avez perdu un ami cher, vous avez coupé aussi quelques semaines pour vous ressourcer. Ça vous fait quoi à vous, en tant que dirigeant politique, de voir tous ces gens réunis 3 jours pour un motif qui est aussi un motif politique? Ça donne du baume au cœur. On sait bien qui on est tous ici. On appartient à ce petit contingent des têtes dures qu'il y a dans une société. Et bon, souvent on prend des coups, mais on en donne aussi d'ailleurs. Mais on insuffle à la société quelque chose, bon, qu'elle ensuite elle malaxe et elle transforme, mais jamais il y a une idée qui est partie d'ici qui n'a servi à rien pour la France. Jean-Luc Mélenchon est avec nous jusqu'à 20h dans le 19h30 sur Move. Le son du Move arrive bien sûr avec Silento. Avec Watch Me, vous, la musique Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? Vous écoutez quoi? Et ça dépend. Là en ce moment je me fais une petite cure, un petit revival. Vous allez rigoler bien sûr. Mais je me suis fait quelques petites Jerry Lee Lewis, ça me donne une pêche d'enfer. On connaît. Vous connaissez? Oui, on connaît. On est jeune, mais quand même. Sans blague. On va rire aussi, en tout cas, on espère. Il était déjà vieux quand j'étais jeune. C'est ça. Stan Guzman vous a tiré le portrait ce soir. Oui, alors je vous le dis, Guillaume, depuis que j'ai appris que j'allais dresser le portrait de Jean-Luc Mélenchon, je ne dors plus. C'est simple, je suis plus anxieux qu'un tube de Prozac. Les médecins sont formels, je souffre d'une mélenchonite aiguë. La nuit, je rêve que je me fais découper à la faucille par le grand schtroumpf de la gauche. Ah bah ouais, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est la terreur des journalistes. Dans les rédacs, c'est la punition. Il est nul ton papier, pour la peine, tirer interviewer Mélenchon. Non! Entre nous, Guillaume, chroniquer Mélenchon, qui plus est sur ses terres à la fête de l'UMA, c'est aussi kamikaze que d'envoyer Marie Drucker topless interviewer al-Baghdadi à Mossoul. Bref, vous l'avez compris, comme on dit ici, si j'avais su, j'aurais pas venu. Mais bon, puisque je suis là, je me lance. Mais alors, qui est Jean-Luc Mélenchon? Ce reportage découverte vous est proposé par la chaîne officielle des communistes, Coco Chanel.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une espèce en voie d'extinction. Un fossile de l'ère du mitterrandisme, le Mélenchon, le dernier homme politique de gauche. L'homme de gauche est une espèce unique. Même à Cuba, les derniers spécimens vivants se sont éteints il y a quelques mois. En France, cela fait 3 ans qu'il a été exterminé, la faute au hollandisme, un fléau terrible qui transforme les politiques de gauche en redoutables capitalistes décomplexés. Regardez-le en action. Le Mélenchon est un prédateur terrestre qui se nourrit du sang de ses adversaires. De nombreux mystères entourent encore sa personne. De quelle planète peut-il bien venir? Uranus? Saturne? Non, d'après les experts, le Mélenchon viendrait de Marx. Oui, il s'agirait d'un marxien. Mais lui a-t-on seulement déjà dit que la vie n'était pas possible sur Marx? D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si on appelle communément Mars la planète rouge. Mais nous en reparlerons. Bref, Jean-Luc, vous êtes le dernier homme politique de gauche. Vous êtes tellement de gauche... Avec le Père Noël qui a un habit rouge. C'est vrai, et une barbe. Voilà, vous êtes tellement de gauche que si je vous dis que vous êtes marteau, vous allez le prendre comme un compliment. Tellement de gauche que vous buvez systématiquement de la cristalline, à la limite un verre de rouge, et les soirs de fête du Coca-Cola Cause. Et bien sûr, tellement de gauche, Jean-Luc, que dans votre programme pour 2017, vous voulez construire un mur pour séparer Paris-Est et Paris-Ouest. Enfin, tellement de gauche que vous ne lisez pas de... C'est pas les cocos ni les gens comme moi qui font des murs en ce moment. C'est les fachos hongrois. Les tarés des USA qui empêchent les Mexicains d'arriver, et ainsi de suite. Hein. Ouais, c'est dur de rebondir avec une vanne là-dessus. Oui, je vais enchaîner. C'est là où on va voir je ne vous parle pas des murs en Israël pour cantonner les palos. Bien, je disais donc, vous êtes tellement de gauche que vous ne lisez pas de bien gauche. avant de me chercher. Hein. Je le savais, je le redoutais. Vous lisez, vous êtes tellement de gauche que vous ne lisez et pas. Les gens là, ils vont vous bouffer avant la fin de votre truc. Je suis mort. Je vais me planquer. Enfin, tellement de gauche que vous ne lisez pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. D'un autre côté, Jean-Luc, si on lit la courbe du chômage de droite à gauche, ne s'inverse-t-elle pas? Vous êtes peut-être, après tout, la solution. Bref. Voilà, enfin voilà. Quelque chose de raisonnable. Et encore quelque chose de gentil. Si certains vous trouvent encore trop à gauche, vous êtes un homme d'idées. Il en manque dans ce pays. Voilà pourquoi je terminerai en rajoutant ces quelques mots. PS, prudent, le gars, hein. PS, I love you. Enfin, pardon. PC, I love you, ne mélangeons pas tout. Et on applaudit Stan Guzman qui a fait l'exercice, qui n'était pas facile ce soir. Sean Guzman a donc tiré le portrait de Jean-Luc Mélenchon. Le 19h30, Guillaume Tatu et la rédac de Move. Dans un instant, on se projette donc dans le futur avec toi, Augustin Arrivé. Et si la France accueillait tous les réfugiés syriens? Pourquoi il faudrait se contenter de 24 000? Et si on accueillait tout le monde? Et puis l'incroyable histoire de Lise Pressac. On a retrouvé la tête de Lénine, enfin plutôt une partie d'une statue qui a été déterrée à Berlin. C'est la suite de ce 19h30. Bon début de week-end et belle soirée. Merci d'être avec nous sur Move. Comme chaque soir dans le 19h30, on voit l'actu autrement, en direct et en public depuis la fête de l'UMA ce soir. Et comme chaque vendredi, allez, hop, on fait un bond en avant. Du lundi au vendredi, 19h30, 20h. Le 19h30 sur Move avec Guillaume Tatu. Et on voit loin, très loin ce soir avec toi, Augustin Arrivé. On s'est dit qu'à l'avenir, la France allait accueillir tous les réfugiés syriens. Et cela alors que François Hollande lui a fixé donc à 24 000 le nombre de personnes accueillies sur notre sol lors des 2 prochaines années. Mais 24 000 réfugiés, c'est un nombre qui vous semble difficile à tenir, Jean-Luc Mélenchon. On vous écoute, c'était Place de la République il y a quelques jours à Paris. Qu'est-ce que vous voulez faire? Jeter les gens à la mer? Il va bien falloir les accueillir. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? C'est quoi tout ce cinéma? Bien sûr qu'il faut accueillir ces gens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et les raisonnements d'après lesquels on va les répartir. Ah bon, vous allez les mettre dans des trains? Vous savez bien que tout ça est ingérable. Et si effectivement on arrêtait avec ces chiffres, et si la France accueillait tous ceux qui en ont besoin, tous les réfugiés? Pierre-Henry est le directeur de France Terre d'Asile. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le contrat social qui explose parce que vous avez des peurs dont il faut tenir compte, non pas pour les suivre, non, pour faire de la pédagogie avec conviction, pour leur expliquer qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Les maires qui sont dans un certain nombre de communes désertifiées, désindustrialisées, sont simplement incohérents de ne pas vouloir accueillir des structures normées sur leur territoire, parce que ça apporte de la vie, ça apporte de l'emploi, de l'initiative. Puis la France continue à avoir le visage de la chanson « Douce France », « Nous faisons France ». Ensemble. Le principal frein à l'accueil, ce serait donc d'abord l'opinion publique. D'un point de vue économique, on a tendance à présenter les réfugiés comme un fardeau. Patricia est chilienne, je l'ai croisée ici, à la fête de l'UMA. Son pays a connu une vague de réfugiés, c'était au siècle dernier, les républicains espagnols qui fuyaient Franco. Ces gens-là, ils ont été extraordinaires parce qu'ils se sont révélés dans tous les domaines de la artistique, social, ils ont été un apport énorme. Mais pendant la dictature de Pinochet, il y a beaucoup d'enfants qui ont été obligés d'échapper et revenir en Europe. Et l'accueil était extraordinaire. Le gouvernement a ouvert les portes chiliennes. C'est des choses qu'on su faire à une époque. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les renouveler avec une population plus précaire que chez nous.
Et effectivement, même sans remonter jusqu'au XXe siècle, Khalid est marocain. Dans son pays, ce sont les subsahariens qui arrivent depuis quelques années pour fuir le terrorisme et l'instabilité. Au Maroc, ce n'est pas une tradition d'accueillir des vagues d'immigration comme les pays européens, mais les subsahariens travaillent maintenant dans le bâtiment, ils travaillent bien, commencent à s'installer. Au départ, il y avait des réticences, il y avait un étranger qui arrive dans le quartier, tout ça, ça fait toujours mais à force que les gens s'installent, ils trouvent que c'est un être humain comme les autres, qui peut travailler, qui peut apporter son savoir-faire, qui peut apporter quelque chose, les gens l'acceptent. L'OCDE a fait ses calculs et le résultat de l'étude, c'est qu'il y aurait plus d'entrepreneurs parmi les populations immigrées que chez les natifs du pays d'accueil. Non seulement ils prennent les emplois que les autres ne veulent pas, mais ils en créent d'autres. Magat est sénégalais. À Dakar, il a vu arriver des Ivoiriens qui fuyaient la guerre civile et puis des Maliens, évidemment. Il est évident que quand des gens travaillent, ils apportent quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce qui est dit pour l'Europe, nous sommes sûrs que beaucoup de gens parmi ceux qui arrivent là-bas, parmi les réfugiés, sont des gens qui peuvent apporter quelque chose, même du point de vue de leur qualification. Il parle aussi de la démographie, rajeunir la population. Voilà peut-être ce qui motive davantage l'Allemagne que la France à ouvrir ses frontières, mais on y viendra peut-être. Et avec Jean-Luc Mélenchon, on en parle, notre invité ce soir, député européen et cofondateur du Front de Gauche. Vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon, que la décision d'Angela Merkel d'accueillir plus d'1 million de réfugiés lors de ces 2 prochaines années était une décision opportuniste. Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, mais est-ce que je peux d'abord dire, parce qu'on ne pourrait pas bien comprendre ce que je dis sur le sujet. Je dis premièrement que les gens qui viennent ne viennent pas par plaisir ou pour faire du tourisme, mais parce qu'ils ont été poussés par la situation. Et je suis pour qu'on les accueille, parce qu'il n'y a aucune autre solution rationnelle, alternative. Tous ceux qui disent qu'ils n'en veulent pas sont incapables d'expliquer ce qu'on va faire avec ces gens. Ensuite, je dis que ça ne suffit pas qu'on se contente de dire on va accueillir, comme on est en train de le faire en ce moment, et alors on se saute tous dans les bras. Réfugiés, 24 000 réfugiés, ça sera un chiffre qu'on va tout à l'heure sur lequel on va rigoler, mais vous m'interrogez sur l'Allemagne. Il en faut plus? Non, mais c'est pas le sujet. Mais j'aimerais revenir sur le nombre, parce qu'à un moment donné, il faut un nombre. Est-ce que 24 000 est une bonne décision de la part de la France? Vous n'êtes pas raisonnable. Un nombre? Pourquoi? C'est quoi l'alternative? Est-ce que l'Europe doit fixer un quota des pays pour accueillir le nombre de réfugiés? Admettons si oui, combien? Admettons qu'on en fixe un. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Mais c'est pas une question, les amis. C'est ce que je me tue à dire depuis une semaine, depuis 10 jours que ça dure. Ça n'a pas de sens tout ça. Les gens qui sont là, nous devons nécessairement les accueillir parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et je vous signale que si on voulait bien y réfléchir, c'est une sacrée ponction qu'on fait sur les pays de départ. Vous avez vu les gens que vous interrogez, vous voyez à la télé, ils parlent anglais. Vous croyez qu'en Syrie, tout le monde parle anglais? Ben non. C'est les plus avancés, les plus instruits, et tout ça, on les enlève à leur pays. Donc il faut raisonner à partir de faits concrets, pas de choses qu'on se raconte. Alors, je vais prendre maintenant l'exemple de l'Allemagne. Moi, j'ai dit que c'est une décision opportuniste. Mais ça vient de loin. D'abord, premièrement, il ne manque pas de toupet. C'est leurs politiques qui ont provoqué le départ d'1 million d'Espagnols. On n'en parle jamais de cela. Ils sont exilés de leur pays, l'Espagne, qui est la 4e puissance économique du vieux continent, est partie partout dans le monde. 1 million, vous m'entendez? Quant aux Grecs, 500 000 sont partis à cause de la politique qu'on leur a appliquée, dont 120 000 en Espagne. Eh bien, le gouvernement allemand applaudit en disant « c'est une opportunité formidable, comme ils sont en crise démographique, c'est-à-dire qu'il meurt plus de monde qu'il n'en est, eh bien, ils sont contents d'en avoir. Donc, je dis c'est opportuniste. Mais je vous appelle à y réfléchir. Vous n'êtes pas fous, vous savez bien que cette année, ils reçoivent 800 000 personnes. Vous croyez que l'année prochaine, ils vont en prendre encore 800 000 et l'année d'après, encore 800 000? La vérité, c'est que pendant qu'on fait ça, on ne parle pas des causes. Pourquoi les gens partent? Jean-Luc Mélenchon, vous dites aussi qu'il faut empêcher ces gens de partir et résoudre les problèmes sur place. Dans le même temps, vous êtes contre le fait que François Hollande envoie des avions bombarder Daesh en Syrie. Alors qu'est-ce qu'on fait et où est la solution? En quelques mots. Voilà, en quelques mots, bien sûr. Non, mais il faut comprendre, en quelques mots. Attendez, j'ai perdu mon papier pour savoir les quelques mots. Tout ça, c'est du foutage de gueule. D'accord? J'ai jamais dit qu'il fallait empêcher les gens de partir. Ils n'ont pas envie de partir. Collez-vous ça dans le crâne. Ils n'ont pas envie de partir. Ils partent parce qu'ils ont peur, parce qu'on les tue, parce qu'on les ruine. Nous, les Européens, personne d'autre. D'accord? Et comment on protège ces populations sur place? Comment protège-t-on les populations sur place? Mais vous n'êtes pas le bon Dieu pour toute la planète. On ne va pas faire les gendarmes et la roue de secours de la terre entière. Alors l'autre, il a trouvé qu'il allait bombarder. Donc on ne fait rien. Attendez, et voilà, c'est parti. Oui, on ne fait rien. Voilà. Eh bien d'accord, on ne fait rien. Non mais je ne sais pas, c'est votre réponse. Non, c'est pas ma réponse, mais c'est votre question qui est inepte. Vous vous rendez même pas compte que c'est une question qui n'a pas de sens. Alors l'autre, il a décidé de bombarder qui? Où?
Vous ne savez pas, vous êtes content. Il a dit on fait des vols de Ah non, moi je suis pas reconnaissance. content. En tant que dirigeant politique et dirigeant élu, forcément, j'ai envie En de connaître quelques un peu mots, votre- Mélenchon doit vous dire J'ai comment envie il va de arrêter la connaître crise du vos Moyen-Orient. solutions. Eh bien, premièrement, je veux qu'on commence par arrêter d'avoir des imbéciles qui prennent des décisions. Bombarder la Libye affiche une pagaille. Ça se passe dans les urnes, donc ça c'est autre chose. Ah, bon, Est-ce qu'on d'accord. doit par exemple aller discuter avec le dictateur Bachar el-Assad? Oui, parce qu'on discute avec ceux Donc qui on font peut la guerre. discuter avec ceux qui massacrent le peuple en effet. sur place. Oui. On doit aller discuter avec Bachar el-Assad. Oui, c'est-à-dire, Et écoutez-moi. ça c'est une solution, une des solutions que vous proposez. Écoutez, si vous voulez faire les questions et les réponses, vous Ah non, n'écoutez pas, vous c'est- faites le truc entre C'est vous et voilà. c'est pour être bien clair et bien Non, vous comprendre n'êtes surtout pas clair. votre idée. Vous n'êtes pas clair et vous vous moquez de moi. Vous êtes en train de préparer un chemin, vous faites les questions et les réponses. C'est pas vrai. Je suis en train de vous dire que quand il y a une guerre dans un pays, on fait discuter les belligérants. Si vous avez une autre idée, il faut vite me la dire. Je vais vous la dire, l'autre idée. C'est M. Hollande qui, une semaine, veut bombarder Bachar el-Assad, la semaine d'après veut bombarder le Daesh, et la semaine de toutes les semaines, il fait ce que les Qataris et les Saoudiens décident de faire. Voilà la vérité. Et je vais vous en dire une autre de vérité. Vous poussez des glapissements. Oui, rapidement, parce qu'il faut régler la crise qui dure depuis 50 ans en 4 mots. Non mais c'est pas là qu'on Oui. va la régler ce soir, Eh ben alors, malheureusement. pourquoi vous me posez la question? Non mais je vous pose la Bon, question, eh mais je ben, peux pas vous avez avoir un la exposé réponse. pendant 1 heure. Alors écoutez, j'en profite quand même. Bon, parce que Oui, je vois. Il faut Allez-y. oui, je souris quand même. Mais alors tout le monde a poussé des cris d'égorgés parce que les fascistes de Daesh ont décapité des gens. Et c'est vrai que ça nous dégoûte tous. Mais les mêmes qui sont dégoûtés, les voilà tous silencieux et qui rasent les murs. L'Arabie Saoudite, elle a décapité 116 personnes depuis janvier dernier. Eh bien, vous pouvez toujours chercher une ligne dans un journal. À ceux-là, on leur vend des armes. Alors, ça va la comédie, hein. Je ne dis pas ça à vous. Mais la comédie des puissants, des grands, les voilà qui sont bons, gentils, parce qu'en Allemagne, ils accueillent des migrants, alors que c'est eux qui font partir les gens. Voilà la vérité vraie. Jean-Luc Mélenchon est notre invité depuis la fête de l'UMA, visiblement très en forme. On va revenir dans un instant, le temps de faire retomber un peu la pression Et avec je le bois son que des de basses l'eau. Simon. Avec Policeman sur Move. Depuis la fête de l'UMA, Jean-Luc Mélenchon est notre invité. Chaque soir entre 19h30 et 20h, on voit l'actu autrement avec toute l'équipe depuis la fête de l'UMA avec Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce soir. Tous les jours, 19h30, 20h. Le 19h30, Guillaume Tatu et la rédac de Move. On a encore quelques questions, bien sûr, pour vous, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, ce nouveau rendez-vous Move Nation. C'est votre nouveau rendez-vous sur Move entre 13h et 13h30 tous les samedis, présenté par Nasser Madji et Marion Lagardère. Demain, Move Nation est à la fête de l'UMA aussi. Marion et Nasser vont poser cette question. Comment peut-on être jeune et communiste en 2015? Ils sont partis à la rencontre du mouvement des jeunes communistes. Ils ont rencontré Jerry, qui est militant en Seine-Saint-Denis, et il regrette, lui, le manque de diversité dans son parti. Écoutez. Aujourd'hui, l'image communiste, elle est pas sexy chocolat. C'est un peu une espèce de machine un peu vieillissante. Elle est assez frileuse avec un certain nombre de concepts. Et parmi les défauts qu'il peut y avoir, en tout cas moi de ce que j'en ai constaté dans le parti, c'est la représentativité, la diversité. Quand il y a des questions par exemple sur les migrants et tout ça, le parti pour la plupart sont en première ligne. Mais quand il s'agit de prendre des responsabilités au sein du parti, tout à coup, ils sont moins nombreux. Donc on n'a pas beaucoup de Noirs, d'Arabes, pas beaucoup de musulmans et d'autres... voilà. Move Nation, tous les samedis, des vraies questions, pas de langue de bois. C'est tous les samedis, donc de 13h à 13h30 sur Move, avec Marion Lagardère et Nasser Madji. Du lundi au vendredi, 19h30, 20h. Le 19h30 sur Move avec Guillaume Tatu. 2 minutes, plein de questions. Questions courtes, réponses courtes. Jean-Luc Mélenchon, comment on attire des jeunes à la politique aujourd'hui? En convaincant, les jeunes sont équipés d'un cerveau comme les vieux et les uns et les autres comptent la même proportion d'imbéciles et de gens ouverts. Rien à voir, on connaît votre amour pour les journalistes. Un petit mot d'amour pour Claire Chazal qui va présenter son dernier JT ce week-end. Mais moi, j'avais une tendresse secrète pour Claire Chazal. C'est-à-dire? Eh ben, je la trouvais intéressante, mais vous savez comment on dit, hein, les morts sont tous des braves types. J'ai une question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que je vous la pose? Ben, allez-y avec votre question, moi je viens avec mes réponses. Hein. Vous serez candidat en 2017? Alors ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que vous avez envie d'être candidat en 2017? Aussi, j'ai autant envie que le Christ de remonter sur la croix. Si vous êtes candidat, ce sera donc la dernière fois? Ça, on ne peut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous avez 64 ans, vous avez eu 64 ans il y a un mois, vous prenez la retraite à 60 ans. Pour vous, c'est quand? Eh ben, ça va être bientôt, je crois, non? Mais on ne parle pas de la même chose, c'est pas un métier, un engagement politique, c'est quelque chose qu'on a en soi, qui correspond à sa raison et à sa passion. Je ne serai jamais à la retraite de combattant. Hein. 56% des salariés de Smart ont voté oui au retour des 39 heures. Aujourd'hui, c'est le début de la fin des 35 heures. Ça fait déjà un bon moment que les 35 heures ont une réalité assez relative, mais elles existent dans le Code du travail. Quant à ces malheureux de cette entreprise, je crains qu'ils aient agi de cette façon parce qu'on ne leur a pas trop laissé le choix.
et que dans le coin où ils sont, il n'y a pas d'autre emploi. Alors les gens savent que s'ils sont au chômage, ils sont condamnés à la mort sociale. Je ne leur fais pas de reproches. Je leur dis, serrez les dents et les beaux jours reviendront. Vous étiez dans le Jura hier pour les vendanges. Elle est belle la vie d'un politique. Eh bien, oui, il y a des moments très agréables. Et là, c'était la vendange dans des parcelles qui sont bio et on va en tirer du vin naturel. Donc je vais maintenant vous expliquer techniquement comment on le fait parce que je sais que vous êtes impatients de le savoir. Ce sera une thématique. Mais on peut faire de Jean-Luc Mélenchon l'agriculture est sans avec nous pesticides depuis la fête et de sans l'humain coller le aujourd'hui. cancer à tout le monde. Tous les jours, 19h30, 20h. Le 19h30, Guillaume Tatu et la rédac de Move. L'incroyable histoire de Lise Pressac avec cette tête géante de Lénine retrouvée déterrée à Berlin, Lise. Cela faisait 20 ans qu'elle était enterrée dans une forêt au sud-est de Berlin. La tête de Lénine, un crâne géant d'1,70 m et de 3,5 tonnes. Elle a été donc déterrée hier, puis transportée sur un camion à travers la ville. Un drôle de spectacle à Berlin. Bon retour chez nous, Lénine a même plaisanté Gerhard Anke, un élu local chargé de la culture. Le crâne auquel il manque aujourd'hui l'oreille gauche faisait partie en fait d'un monument réalisé par Nikolai Tomsky, président de l'Académie soviétique des arts. Il représentait un Lénine de 19 mètres de haut sur fond de drapeau rouge. Le monument avait été inauguré le 19 avril 70, 3 jours avant le 100e anniversaire de la naissance de Lénine. Il avait ensuite été démonté en 91 après la chute du mur, puis enterré en 120 morceaux dans une forêt protégée au sud-est de Berlin. Et il y a un an, la ville avait perdu tout de retrouver le monument enterré. C'est grâce à un documentariste américain, Rick Minnick, que les recherches ont repris. Il avait partiellement déterré la tête au début des années 90. Il a donc contacté la presse locale, tout simplement, pour expliquer où était la tête. Et le plus improbable, c'est que la statue a failli ne jamais être déterrée à cause d'un lézard, un petit lézard des souches, une espèce protégée vivant dans la zone de recherche. Alors ça a compliqué un peu plus le travail. Finalement, l'espèce de lézard a été sauvée. La tête de été déterrée. Après plus de 20 ans passés sous terre, ce morceau de monument va devenir une pièce de musée. Elle va rejoindre l'exposition permanente que Berlin va consacrer aux figures clés de l'histoire du pays. Ce sera au début de l'année prochaine. Vous irez à cette expo, Jean-Luc Mélenchon? C'est à Berlin, hein. C'est en Allemagne. C'est pas tout de retrouver la tête de Lénine. Il faut aussi retrouver le léninisme. Ça ferait pas de mal à pas mal de monde. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Merci au public qui a assisté à cette émission. 19h30, 20h chaque soir sur Move avec l'équipe. On voit l'actu autrement, la sélection d'Akhenaton. Tout de suite, on va se retrouver lundi avec toute l'équipe. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis d'être là ce soir en direct de la fête de l'UMA. Passez un super week-end, une bonne soirée. Et à lundi, donc salut. Ciao, ciao. Salut.